Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes. Votre émission bimensuelle de cinéma. Autour de la table, mon équipe de choc, Fred, Jérém, Julien. Salut. Et... Chanel, bonjour. Voilà. Bonjour Chanel. Alors, on a récupéré Chanel sur un concert de The Weeknd. Voilà, j'irai autour du stade, je voulais pas partir. Et on lui a proposé de venir parce qu'on va parler de... Hurry Up Tomorrow. Nous, on est partis en vacances et on a donc manqué une semaine de sortie. Alors pour la peine, on va se rattraper avec un épisode qui va arriver dès lundi prochain. Donc en attendant, vous avez un DCP spécial chanson avec Hurry Up Tomorrow, le film concept de The Weeknd, qui est issu de son album qui est sorti quelques mois plus tôt. Et on va poursuivre avec le thème musical, puisque chacun autour de la table va parler d'un film dans lequel la musique joue un rôle prépondérant. Côté rattrapage, on a Destination Finale Bloodlines, Zion et Tu ne mentiras point, et pas de Joker. Pas de Joker, ce sera la prochaine fois. Et je rappelle que cet épisode est dispo sur toutes les applications de streaming, sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok. Donc sans plus attendre, Hurry Up Tomorrow. The Weeknd, donc c'est l'un des artistes musicaux les plus populaires de ces 10 dernières années. Et comme pour marquer une nouvelle étape dans sa carrière en 2025, il nous offre le projet Hurry Up Tomorrow. D'abord un album, puis un film qui va mêler histoire personnelle de l'artiste, musique et film concept. Tu te fais du mal. Et tu en fais à tous ceux qui t'entourent. Il faut vraiment que ça change. Abel, une star de la musique, est entraîné par une de ses fans dans une odyssée qui l'amènera à remettre en question les fondements même de son existence. Alors moi j'ai un avis très précis sur le film et je me tais pendant... Je vous laisse donner votre avis. Non mais autant aller sur l'avis le plus obvious. Oui, mais en fait, moi j'ai tout un cheminement d'accord. pensé qui fait que je vais devoir parler pendant 4 minutes. Donc je vous laisse donner vos avis. Bah Jérém à la limite. Ah, j'ai pas aimé. Oui voilà, j'ai pas aimé. C'est Alors, nul. Moi j'ai adoré, mais juste une petite précision à faire, Owen. Ouais. Le film a d'abord été créé, et à partir du film, The Weeknd a créé son album. Ah zut, ça gâche complètement mon... Mais c'est pas Ma grave, c'est réflexion. très niche comme connaissance. Mais dans l'ordre de sortie, c'est pas logique. Oui. C'est parce qu'en fait, il devait d'abord terminer sa trilogie musicale, sortir le film pour expliquer pourquoi tout s'arrête. D'accord. C'est très bien, du coup, qu'on ait une fan de The Weeknd, Voilà. parce que nous, on connaît pas The Weeknd. Là, on aurait dit une énorme connerie. Moi je connais que Blinding Lights en fait. Bah pareil. Un peu, ouais. Ouais. Moi j'avais écouté Hurry Up Tomorrow quand c'est sorti, mais je l'ai écouté une ou deux fois quoi. Donc, Et t'avais bien aimé l'album? The Weeknd, je trouve ça bien, hein, que ce soit c'était Starboy en 2016, c'est ça. Blinding Light, c'est bien. Moi j'aime bien The Weeknd. Quand ça passe à la radio, moi j'aime beaucoup. Après je connais voilà les gros tubes hein, globalement, mais voilà après sur le film, je dirais pas que c'est une catastrophe. Genre je vois tout le monde dire que c'est le pire film de l'année, que c'est ignoble. Genre, Non, j'ai vu largement pire dans une salle de cinéma. Malheureusement, ça reste moyen, mais il y a une ou deux idées qui sauvent peut-être le film. Ça reste moyen, mais c'est pas une catastrophe, je pense. J'allais dire, non, avez-vous vu Minecraft le film? Non, franchement, c'est. Non. Je ne l'ai pas vu. On est loin du pire Voilà. film de l'année quand même. Mais moi j'ai plus du mal avec The Weeknd qui dit vouloir faire un film. Pour moi faire un film il faut quand même respecter certains codes, tu vois. Il faut faire un film, il y a quand même tout un travail derrière. Et là je sens que le gars c'est juste masturbé avec son ego C'est un clip. et a fait ce qu'il sait faire de base en fait, tu vois. C'est un peu ce que j'allais dire. Je me suis dit, on a foutu 15 millions dans ce film pour qu'il fasse sa thérapie, Ah, quoi. j'avais vu 20 moi. Moi, j'ai vu 15. 15, ok. ouais. J'ai vu 15, entre 15 et 20. Bon, même. Bon, entre 15 et 20. Putain, Mais pour faire sa thérapie, ça fait cher. Hein. À la limite c'est bien, j'aime bien, c'est ce qu'il fait, j'adore ce côté-là, mais fais un film, tu vois. Il prend un réalisateur que j'admire énormément et il en fait un film qui n'a rien, quoi, qui a aucune Après idée. c'est peut-être aussi la faute du réal. J'ai pas donné le nom du réal. C'est Trey Edward Schultz. Schultz qui, vas-y. Bah, je te laisse, hein, vas-y. Qui a fait plusieurs films, dont Waves, qui est génial, il a fait It Comes at Night. Et une petite critique, effectivement, c'est que tu regardes Hurry Up Tomorrow et il y a genre 2-3 séquences qui reprennent exactement les mêmes plans qu'il a fait dans ses films précédents, un peu en mode regardez, on fait comme un film très à des plans qui sont similaires à ses autres films. J'ai juste une petite question. Est-ce que lui, ce réalisateur-là, il est vraiment juste exécutant de ce que veut faire The Weeknd, ou est-ce que vraiment il a eu un rôle vraiment de décision artistique? Bah, dans mon souvenir, tu me disais, Fred, que il jouait beaucoup sur le mouvement, et puis même, j'avais vu It Comes at Night quand c'était sorti. Il joue beaucoup sur le mouvement, mais j'ai l'impression que dans ce film, les mouvements de caméra sont un peu bateaux et veulent pas dire grand-chose. Ça tourne un peu toujours autour des personnages et il n'y a pas grand-chose. Là où Waves, je sentais vraiment un truc. Il y a un truc qui m'a emporté là. C'est surtout un film esthétique. C'est très beau visuellement. C'est un gros clip. Ça fait pas un film, malheureusement. Après, si je trouve que la globalité, c'est moyen voire mauvais, la scène d'intro, pour moi, elle est marquante. La grosse scène d'intro où il s'entraîne avant de monter sur scène et
son passage où il se met à chanter, je trouve ça assez impressionnant visuellement. Alors, moi aussi, je suis d'accord avec toi sur le principe de... J'avais l'impression que ça allait être un peu comme dans Better Man, où c'était en mode, j'ai des trucs à affronter, je vais affronter mon public qui se prépare comme, sur un ring, comme pour aller sur un ring de boxe, etc., etc. C'est un peu ce que veut la scénographie du concert qui est dans le film. Je sais pas si c'était la scénographie de son concert aussi, mais en tout cas, ça a donné l'impression de j'ai des trucs à combattre et je vais aller combattre ça sur scène et j'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, ce qu'il en fait dans le reste du film, c'est très... je me branche sur moi-même, quoi, tu vois. Alors justement, toute cette idée de ego trick persona, pour moi c'est vraiment le but, mais je pourrais en revenir, revenir dessus après. Mais surtout, je voulais dire, la scène, l'intro, elle a été filmée en vrai au concert de Sao Paulo qu'il a sorti début 2025. Et dedans, il a joué pour la première fois, avant même que les chansons ne sortent en album, les chansons qu'on retrouve dans le film. Il a joué en live pour la première fois, donc personne ne connaissait dans ce live. Et en fait, toute la scène d'intro a été filmée, la première intro, pas la deuxième où il perd sa voix, enfin l'intro au premier concert, en vrai. Et c'est les vraies images qu'on a de lui qui panique pour de vrai, dans la vraie vie, à Sao Paulo. Bah, il a pas l'air de paniquer pendant la première Pas dans la représentation. première, pardon, Oui, oui. pas dans la première, mais juste le premier show Ouais. qu'on a, l'intro, c'est vraiment ce qui s'est passé à Sao Paulo. Il avait son équipe de tournage avec lui. Mais c'est pour ça que pour moi, cette scène, elle marche, parce qu'elle est vraiment Ouais, réelle. Elle n'est pas exactement. artificielle, à l'inverse du reste du film. Et juste parce que tu parlais de Better Man, je trouve que Better Man arrive à faire tout ce que Hurry Up n'arrive pas à faire. En vrai, je trouve que c'est quand même un sacré tour de force, parce que vu qu'ils sont quand même censés connaître les musiques, il me semble que t'as quand même des échos de public qui chantent les paroles, donc je trouve quand même qu'il y a un truc au niveau de la technique qui est peut-être assez impressionnant, de se couper totalement le son du concert potentiellement pour après derrière remettre des chorus, enfin des personnes au loin qui scandent les paroles. Bon, voilà. Mais En vrai, la production design du film est super forte. du coup, non, c'était bien d'avoir cette info-là, parce que en fait, je pensais pas qu'il y avait autant de technique. Moi, je pensais que c'était juste un concert comme ça. Hein. Mais à savoir, moi, donc, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé surtout des interviews avec donc, le réalisateur et The Weeknd. Et donc, de ce que j'ai compris, c'est que le projet de ce film, c'est vraiment né de par l'événement qui arrivait à The Weeknd, À LA. à LA. Du coup, c'était quoi le show? C'était En 2021, le show pour After Hours. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, effectivement, il a vraiment perdu sa pour voix Don sur FM. scène. Don FM, ouais. Il a vraiment perdu sa voix sur scène. Et ça a été un événement marquant qui lui a aussi montré les tournants de sa carrière, de voir à quel point il était à bout, quoi, par rapport à tout ce qu'il pouvait faire. Parce qu'en fait, cet événement, le fait qu'il ait perdu sa voix, c'était pas physique, en fait. C'était vraiment psychologique, comme il le disait dans le film. Et c'est de là que The Weeknd s'est dit « Oh, j'ai adoré Waves, j'ai adoré Come That Night. Je vais aller voir Trey Edward Schultz et lui proposer le film. » C'est ça la genèse, quoi. Mais tu vois, moi, à partir de ce moment-là, le film se tient bien, il a un propos, il a une ligne directrice, mais c'est ce que te promettait le film à partir de ce point, c'est-à-dire avoir une odyssée où il se remet en question. Pour moi, ça rate complètement. Parce que, autant, comme on a dit, la scène d'intro est impressionnante, le fait de rejouer sur cette même scène en lui faisant perdre sa voix, ça fonctionne. Et à partir de là, la fameuse odyssée, pour moi, il n'y a rien du tout. Bon, je vais peut-être en venir à ma petite réflexion à moi. Parce qu'en fait, moi, je vais devoir évoquer un autre film qui est sorti il y a 40 ans, qui est pour moi exactement ce qu'est Hurry Up Tomorrow, mais en bien. C'est Pink Floyd The Wall. T'es sûr? Oh Bah oui, là non là. mais, non mais en fait, c'est exactement Pink Floyd The Wall. Je sais pas si vous voyez à peu près c'est quoi le délire, Oui, oui. Non. mais Exact. en gros, c'est un film qui est issu d'un album. Bon, en fait, du coup, c'est pas vraiment le cas avec Hurry Up Tomorrow, mais c'est un film et un album qui se dialoguent les uns les autres, qui parlent de problèmes de santé mentale venant du créateur de l'œuvre, et qui en fait, va, au travers de la musique, explorer les questions de santé mentale, de problèmes personnels et de tout ce qu'on vit en étant un artiste et qui nous mène à bout. Et en fait, The Wall, vite fait, c'est l'histoire d'une rockstar qui vit des choses tout au long de sa vie qui font qu'il s'isole derrière un mur psychologique et qui, dans la deuxième partie du film, est complètement isolé du reste du monde et va commencer à vivre avec ses propres névroses avant de s'ouvrir au reste du monde. C'est à peu près ce qui se passe avec The Weeknd, c'est-à-dire qu'au départ, il vit très mal le fait d'être une célébrité et d'être à bout dans un système de show business et qui va s'isoler. En fait, ce qui est bien avec The Wall, c'est que Roger Waters, il parle de lui-même, il parle de ses propres problèmes, de son rapport à l'éducation, à son rapport au fait qu'il soit un enfant qui n'a pas connu de père parce que la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, en parlant de tous ces problèmes à lui, il finit par parler de la société britannique post-Seconde Guerre mondiale et de toutes les fêlures de toute une société. Alors que Hurry Up Tomorrow, The Weeknd, ne parle que de lui. Ça m'embête parce que ça se transforme en ego trip très personnel, et là où The Wall fait passer tous les messages par la musique et les textes, The Weeknd, il le fait par des dialogues, ce qui fait que tout le procédé musique, film, il est anéanti, et en plus... Il joue y a- mal. Ça, je m'en Alors, fiche. hein Ça, je m'en fiche. Non, le problème, c'est que les images n'ont pas de sens. The Wall, c'est le film au service de la musique.
et tout n'est que illustration. Alors que The Weeknd, c'est du m'as-tu vu, c'est on change de ratio, mais pourquoi on change de ratio ? On fait de la lumière, mais quelle est la signification de cette lumière ? Je vois aucun sens à ce que je vois, si ce n'est quelque chose qui se rattrape juste à j'ai des problèmes de santé mentale parce que je me suis fait larguer, et voilà. Et du coup, ça m'embête. Je trouve ça nul. Voilà. Alors en fait, moi, à ça, j'ai à répondre. Je suis pas non plus aveuglée. Ouais. À la fin du film, il y a plein de scènes, plein de plans, plein de jeux de regard où c'était juste ennuyant et je voyais pas trop où ça allait. C'était de la belle lumière juste pour avoir de la belle lumière. Enfin voilà, je suis quand même vachement objective. Mais là où pour moi, je veux dire le monde se trompe, les critiques se trompent, c'est que The Weeknd n'a pas fait un film qui parle de santé mentale, qui parle du show business, où il est mal dans le show business, où il est mal en tant que société. The Weeknd, il a fait un film pour ses fans, pour une communauté, pour dire à quel point lui, il en avait marre d'être The Weeknd, et il en avait marre de sa santé mentale à lui. Et en fait, c'est toute cette désinfluence qu'il faut faire. La question que je pose souvent du coup à mes amis, c'est est-ce que dès qu'on fait un film ou une œuvre d'art, elle doit forcément parler à tout le monde ? Pas forcément. Là, The Weeknd, il a fait un film pour un groupe de personnes, une communauté en particulier, et pour expliquer à cette communauté, dont je fais partie, pourquoi il arrête The Weeknd. Jenna Ortega, c'est lui. Barry Keoghan, c'est The Weeknd. Lui, il est Abel Tesfaye. Et les fans, on est nous. Jenna Ortega, c'est un peu ses fans, mais c'est aussi cette partie de lui, féminine, qui l'aide à rester un peu sur le droit chemin. Et la voicemail, ses ex, ses ex, Bella Hadid. Il y en a une autre aussi dont il parle, Valérie, dans ses débuts, qui est dans le film, d'ailleurs, très vite fait. Et en fait, tout ça, c'est et ses ex, mais aussi tous ces côtés émotionnels qu'il n'arrive pas à quitter. Mais du coup, ça a vraiment du sens qu'en étant... Exactement. Entre guillemets, mais en fait, je mais trouve ça... Mais absolument. Et c'est hyper ok, même lui, il le dit. C'est une lettre d'amour, il l'a dit. C'est Love Letter, c'est une lettre d'amour à ses fans. Mais du coup, il y a quand même une sorte de diffusion quand même à très large public. Enfin, quand j'entends grosse distribution du film, le film se vend en tant que film. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas, ce serait pas un moyen à lui d'expliquer à sa communauté pourquoi il s'arrête et d'ouvrir ses portes parce qu'il est mondial. Il est mondial, mais il n'est pas autant mondial que Michael Jackson. C'est-à-dire tout le monde ne connaît pas tous les sons de The Weeknd comme on connaissait tous les sons de Michael Jackson. Donc, c'est peut-être pas un moyen d'ouvrir sa communauté et d'ouvrir aux gens qui le connaissent pas. Regardez ce que je faisais, regardez tout ce que vous avez loupé, allez écouter mes albums. Mais tu vois, pourtant, genre, c'est faire un film comme ça, c'est ouvrir à un nouveau public. Et je trouve que pour un public pas comme nous quatre, qui sommes initiés vite fait de The Weeknd, je trouve que c'est une très mauvaise porte d'entrée et c'est pas du tout une bonne vitrine. Après, je comprends du coup que pour ces fans qui sont acquis à sa cause et qui connaissent déjà tout le contexte, ça a beaucoup de sens et ça a beaucoup de valeur. Mais pour des gens qui sommes curieux un petit peu de The Weeknd, c'est vachement rebutant comme moi, procédé. J'ai pas mis 5 sur 5 sur Letterboxd. Ouais. Je suis quand même vachement objective. Bien sûr. Mais en fait, il y a tout un monde dans lequel il faut se dire, c'était pas pour moi, mais je vais aller faire un effort, je vais aller creuser. Ça demande une réflexion, en fait. Non, mais moi, j'aime beaucoup l'idée des symbolismes qu'il peut utiliser, mais pour moi, ça marche pas dans le film. Par exemple, tu parlais du personnage de Jenna Ortega. Tu vois bien, par exemple, le fait que le film s'ouvre avec elle et qu'on joue sur la confusion que la potentielle ex qui torture The Weeknd, ça pourrait être elle. En fait, ça l'est pas. En fait, c'est juste qu'elle représente toutes les femmes avec qui il aurait pu être, avec qui il a été. Mais en même temps, vu qu'on veut lui donner un peu un véritable contexte, genre, elle a brûlé sa maison, elle a des problèmes avec sa mère, ça tue l'effet symbolique en fait. Je pense que le film il aurait gagné à vraiment dépersonnifier totalement ses personnages, comme le personnage de Barry Keoghan, genre plutôt que de jouer sur le meilleur ami, manager, mauvaise influence, vraiment créer des persos dont tu peux pas vraiment dire d'où ils viennent, d'où ils proviennent, quelles sont leurs histoires, pour vraiment jouer sur cette symbolique là. Non, j'allais faire la réflexion comme quoi la voix qu'on entend sur le répondeur et la voix de la mère de Jenna Ortega sont jouées par la même actrice, donc voilà. Et du coup, oui, avec tout le contexte, oui, il peut y avoir une sorte de réflexion à avoir là-dessus. Moi, j'en profite du coup, Chanel, parce que tu as les réponses à beaucoup de mes questions. Beaucoup. Toute la scène avec Jenna Ortega qui va expliquer à The Weeknd pourquoi tes chansons, elles sont trop bien et qui fait de l'analyse, l'auto-analyse de ses propres chansons. Pour quelqu'un d'extérieur, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, c'était un très gros trip égocentrique, du style, oh, regarde cette chanson-là, elle a beaucoup de succès et elle parle de problème de rupture, et regarde cette chanson-là, oh là là, elle a pas eu le succès qu'a Blinding Lights, c'est presque pas juste dans la manière dont la tourne Jenna Ortega, et franchement, je trouve ça très détestable. Ça me l'a rendu extrêmement antipathique, et j'aimerais bien avoir ton ressenti. C'est ça, moi j'ai l'impression qu'il l'expose en mode regardez, je sais faire des textes profonds, c'est ça la signification de mes textes, etc. Mais je ne parle que de rupture. C'est mon seul mojo dans toute ma carrière. C'est vraiment le sentiment que ça m'a donné, et désolé d'avoir l'air nul. Alors, encore une fois, j'arrive à rester humble et calme, mais... Tu vas nous étrangler. Non, pour moi, c'était aussi la pire scène.
Ah, Parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était vraiment une scène pour justement tout ce public non averti de The Weeknd et pour dire regardez ce que je fais. En vrai, je fais des bêtes de son. Et donc, cette scène-là, j'étais limite un peu énervée. Donc, moi, j'ai le syndrome du premier con avec The Weeknd, le syndrome de je connaissais quelqu'un avant qu'il soit connu. Donc, j'ai ce syndrome-là avec lui. Et donc, j'avais l'impression que c'était vraiment ce truc de regardez, en vrai, je suis plus que Blinding Lights. Et ça m'a énervée. Parce que oui, t'es plus que Blinding Lights, mais se justifier. Ça rend tout ça pas crédible. Une scène comme ça t'a énervé, donc t'imagines nous notre réaction Ouais. quand on est un peu extérieur à tout ça et qu'on voit vraiment, pour moi, c'est je déballe tout. Vraiment, c'est je ne sais pas comment dire autrement parce que les autres sont peut-être trop cons pour réfléchir sur mes textes, donc du coup je vais leur donner leur sens. mais moi j'ai pas spécialement été énervé, je suis surtout resté sur ma faim face au film. Parce que le film passe assez vite, mais il se passe très peu de choses. Une fois que tu as la scène de la fête foraine, ils arrivent dans l'hôtel, il y a cette fameuse scène-là, et on reste vraiment sur notre faim. Et après, je trouve que c'est dommage, parce que quand il fait une incursion dans l'horreur, c'est-à-dire quand il se réveille et que la ville est déserte, qui est grosse référence pour moi à Brarlosoros, Ouvrez les yeux Ouvre les yeux d'Amenabar. C'est un cauchemar où le mec se réveille dans une ville totalement déserte. Et je trouve que c'est dommage de quitter ce monde-là, parce que là, on plongeait dans cette fameuse odyssée promise par le film, et on en ressort pour revenir dans le monde réel, et c'est vraiment dommage. Moi j'avais l'impression que le moment de l'hôtel c'était les adaptations de Stephen King que tu pouvais avoir, hein. Vraiment, t'as le côté misery avec le personnage de Jenna Ortega qui capture un peu The Weeknd. T'avais le côté, à un moment donné il y a un plan où il passe dans une grande salle dorée, j'avais l'impression de voir Shining de Kubrick, enfin vraiment c'était... Mais en parlant de référence, oui, je reviens aux autres films de Trey Edward Schultz. La scène du feu de camp où vous avez The Weeknd qui se regarde petit, c'est exactement la même scène que dans Waves entre le personnage principal avec sa copine. La scène du cauchemar, c'est exactement la même utilisation des flashs dans un couloir très sombre de It Comes at Night. J'ai un peu l'impression qu'il y a eu un effet très listing où Trey Edward Schultz, t'as fait ça, on va reprendre ces petits éléments et les mettre dans ce film-là. Qui fait que le film, j'arrive pas à le voir comme un film pensé vraiment en tant que film indépendant, vous voyez, Mais- qui a vraiment un propos. C'est pas un... Enfin, moi, je vois pas du tout ça comme un film indépendant. Je pense vraiment qu'il faut se désinfluencer de toutes ces cases. C'est un mec multimillionnaire qui a voulu adresser un mot, un truc, un message à une communauté. À sa communauté, il a dit, je prends un réalisateur que je kiffe. Moi, je pense qu'il a dit carte blanche à ce réalisateur, carte blanche à Jenna Ortega, carte blanche à Barry Keoghan et à tous ses potes, car il y a tous ses potes dans la musique, dans la distribution, etc., etc. Il a juste voulu se faire un putain de kiff de multimillionnaire, un ego trip, il n'y a pas d'autre mot, c'est un ego trip, mais c'est... Et si c'était ok, l'ego trip, pourquoi est-ce qu'on devrait faire forcément quelque chose de calme, de lisse, avec un message, un sens qui doit être récompensé, qui doit avoir quelque chose de profond? Non, c'est un ego trip, et si on le regarde de ce point de vue-là, c'est incroyable, parce que par rapport à la fête foraine, moi quand je regardais la scène, à la fête foraine, il a un masque que Jenna Ortega porte aussi. Et il y a une phrase qui ouvre la trilogie d'After Hours, qui est dans, du coup, Alone Again, la première phrase de cet album. Il s'y dit, donc, enlève-moi mon déguisement, je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai pensé à ça direct quand j'ai vu ce masque. Il essaie d'être quelqu'un d'autre, il a ce masque. Et donc, il demande à Jenna Ortega, est-ce qu'on peut enlever ce déguisement ensemble, etc., etc. Quand il est dans les abysses, tout au fond, qui tombe dans ce truc noir-là, dont on parlait aussi, la meuf qui est accroupie, et ben en fait elle est habillée exactement comme du coup Valérie, sa première ex, qui est dans sa première mixtape de 2011 sur la pochette d'album. En fait c'est 1 milliard de références niche comme ça, qui s'appelle l'album, alors je les confonds toujours les trois, moi je sais plus, mais c'est House of Balloon je crois, non Thursday, c'est Thursday, voilà, c'est Thursday, elle est habillée exactement comme elle parce que c'est quand il était donc SDF, dans les prostituées, dans la drogue, etc. Donc en fait, il retombe dans les abysses. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous, ces femmes, on voit? Cette ex qui s'appelle Valérie, habillée de cette robe jaune, toute droguée, toute horrible. Et donc voilà, il y a 1 milliard de références comme ça qui donnent de la symbolique à tout. Et pareil, la scène du feu de camp qui ressemble à Waves. En fond, on a la musique Red Terror, qui est une musique qu'il a écrite du point de vue de sa mère, une femme éthiopienne qui est arrivée au Canada en tant qu'immigrée. Et donc en fait, il parle à lui petit dans cette chanson via sa mère. Donc c'est pour ça qu'on voit ça, le petit. Donc oui, c'est une ref à Waves, mais il y a... en fait, si on enlève la ref à Waves, on voit un truc qui est beaucoup plus intense, qui est, avec cette chanson en fond, mais en fait, lui qui se voit au travers du regard de sa mère, parce que c'est ça que la chanson évoque. Non, j'allais dire que autre chose que je trouve un peu décevant dans le film, c'est l'utilisation musicale. Parce qu'à part Wake Me Up au début, et Hurry Up Tomorrow à la fin,
l'album est quand même vachement long. Je trouve que soit les quelques autres musiques, c'est juste de l'accompagnement et elles n'ont pas de rôle narratif et c'est vraiment dommage. Voilà, c'est tout. Là où The Wall, je reviens sur l'exemple de Wayne. The Wall, c'est The Wall, tu regardes le film, c'est vraiment l'album, quoi. C'est ça. C'est l'album c'est concept. le film au service de l'album. Ou même Better Man, parce que si on part sur des thématiques similaires, Better Man, où chaque musique, enfin même chaque scène narrative est l'opportunité de faire une musique et vice-versa, une musique permet d'illustrer une scène narrative dans Better Man. Toutefois, le film s'inscrit dans un corpus que je suis content de voir grossir, c'est-à-dire le corpus des films en lien avec un album, parce qu'il y a eu Tommy, il y a eu The Wall, il y a eu le film pas fait de Lamb Lies Down on Broadway. Et moi, je suis content de voir ce genre de projet de film qui sort en parallèle d'un album. Voilà. Et pour rappel, c'est d'abord le film avec ses 4-5 musiques, puis l'album, Voilà. qui l'a étoffé. Mais est-ce que ça aurait pas été mieux finalement de faire une sortie inversée? Ah, moi, ça m'a déçu. Parce que Moi, je quand pense que ouais. justement, si d'abord tu avais eu un film, les gens n'auraient pas forcément compris, ça aurait été très mystique, et ensuite avec la sortie de l'album, ça aurait pu donner vraiment les pistes d'éclairage. Mais vu que c'est l'inverse qui a été fait, ça donne la situation actuelle. Ouais, mais même moi, en tant que fan, ça m'a beaucoup déçu. Je me suis dit, il nous fait un album, finalement, juste pour alimenter son film. Je savais pas si l'album, finalement, il n'avait pas un point de vue marketing. Mais finalement, j'ai compris que non en voyant le film. Mais quand j'ai su que d'abord le film était sorti et après l'album, ça m'a blessée. Mais je pense que du coup, c'est ça le problème, parce que vu que tu décris le film comme un message personnel à ses fans, le fait que tu aies d'abord eu un album, puis ça a été annoncé, le film est annoncé, et que quand même le film, c'est quand même la grosse tête de The Weeknd, avec écrit le film de The Weeknd, forcément, il y a ce côté très commercial. Produit, écrit, pas réalisé. Mais c'est pour ça que je te demandais par rapport à la place du réalisateur dans le processus artistique. Parce J'ai que l'impression qu'il a quand même laissé une certaine liberté. Plastique, en tout cas, visiblement, c'est vraiment un film de... J'arrive pas à retenir son prénom, je suis désolé. Au réalisateur. Trey Edward Schultz. Je trouve que ça résume très bien en fait. Le film est conçu pour s'adresser à des personnes et je trouve ça dommage que il n'y ait pas d'effort qui ait été fait entre guillemets pour que des personnes qui soient un peu pas à fond dans The Weeknd puissent y trouver leur compte. Je trouve ça juste dommage que voilà, c'est juste adressé à un type de public particulier qui certes est très niche mais qui doit quand même compter pas mal de personnes. Moi je trouve ça juste dommage de pas ouvrir les horizons et ça me donne pas envie de m'intéresser à la musique de The Weeknd personnellement. Moi je pensais à la fin du film que je voulais que j'aurais voulu m'intéresser à sa discographie, etc. Pas tant que ça finalement après le visionnage du film, parce que très clairement je considère que le film est mauvais, mais parce que ça me touche pas. Ça me touche pas parce que je ne suis pas concerné par le film. Mais je trouve ça normal, parce que si on ne connaît pas en amont, on peut pas être touché. Il y a 1 milliard de fois, quand je suis allée voir le film, je devais donner des références à la personne avec qui je suis allée voir le film pour qu'ils comprennent. À un moment, il y a un plan de Jenna Ortega hyper zoomé et rouge, et on voit que son nez et sa bouche, et il dure presque 1 minute, et je ne comprenais pas. Et en fait, en y réfléchissant, pareil, c'est une pochette d'album d'une mixtape qui est sortie en 2011. Ah ouais, c'est vraiment précis. C'est vraiment très précis. Très précis. C'est Echoes of Silence, s'il y en a qui veulent. Et donc il y a 1 milliard de plans comme ça. On s'ennuie vu que ça veut rien dire, mais finalement ça veut dire quelque chose. D'où la dichotomie, pourquoi tu le sors au cinéma et pourquoi tu le sors pas par tes propres moyens où tes fans ils vont justement pouvoir le visionner par lui-même. Ego trip. C'est vraiment l'ego trip poussé au maximum, on dirait Pharrell Williams avec son film Lego quoi. Ouais, là je suis d'accord avec Jérémy, je trouve que ça aurait peut-être à ce moment plus intéressant d'avoir, alors, je dis un film sur YouTube, je sais pas, c'est le premier truc qui me passe à l'esprit, mais que ce soit un truc qui soit diffusé via YouTube, que ça puisse être quelque chose qui soit justement diffusé dans un coffret album plus un film. Je sais pas, tu prends des vinyles où justement tu aurais eu un bonus dedans, un film que tu puisses visionner plutôt que d'en faire un produit marketing qui du coup n'a pas de sens. Parce que si demain je fais un film de vacances, ça pourrait être super bien, on va avoir de méga souvenirs, plein de références. Si je le sors au cinéma, les gens vont trouver ça nul et ce sera logique. Donc c'est peut-être dommage d'avoir fait de cette manière. Moi je trouve un bon compromis, c'est ce qu'a fait Harmony Korine récemment avec Baby Invasion, qui est un film expérimental mais totalement chelou. Ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a diffusé dans des soirées où il était DJ en fait. Et donc toutes ces soirées, tu pouvais venir l'écouter, faire sa musique et à côté regarder le film dans une salle. Parce que je pense que le film mérite quand même d'être projeté parce que c'est un film, mais peut-être à des soirées privées. Je pensais au compromis de la séance unique, par exemple. Plutôt que de faire une sortie cinéma classique, le compromis sortie séance unique, tout le monde se réunit au même moment et puis voilà. Harmony Korine, il est venu en France, je crois qu'il a fait 1 ou 2 dates dans certains clubs où il a été DJ. Donc moi j'étais allé voir au Silencio. Voilà, David Lynch. Voilà, exactement. Et c'était intéressant parce que c'était vraiment une séance unique. Je pense qu'on va bifurquer doucement vers la fin, en tout cas la discussion sur The Weeknd. Avant de conclure avec tes chiffres, Hurry Up Tomorrow, c'était pas une très bonne porte d'entrée pour ceux qui veulent découvrir The Weeknd. Chanel, il faut écouter quoi pour découvrir The Weeknd, un album? Pour moi, il faut plutôt écouter une trilogie. Ouais. Donc, c'est pas la première, parce que
c'est vraiment un public spécifique. Mais je dirais plutôt la dernière qui vient de sortir, After Hours, Down FM et Hurry Up Tomorrow. Vraiment, c'est s'éloigner de Starboy, s'éloigner de Beauty Behind the Madness quand il était dans ce truc un peu, voilà, je viens d'être connu, etc. Je fais des trucs très populaires, je veux passer à la radio. Donc écoutez cette dernière trilogie qui regroupe les 3 albums. Et après, passer à la première trilogie. Et en fait, une fois qu'on aura écouté la première trilogie, peut-être re-regarder le film et après se faire les classiques. Et après le voir en concert. Non, laissez-moi les places. Ça coûte trop cher. Laissez-moi les places. Ça coûte trop cher. C'est vrai qu'une place de ciné, ça coûte moins cher qu'une place pour son concert quand même. Hein. Est-ce que tu as les chiffres ? Oui, en effet. Donc du coup, on en a parlé vite fait tout à l'heure pour le budget. Bon, c'est vrai qu'il y a des sources qui disent 15 millions, d'autres qui disent 20. Donc on va estimer que c'est dans ces eaux-là, entre 15 et 20 millions de dollars de budget pour un box-office mondial actuellement à 4 millions de dollars. Dont 3,8 aux États-Unis. Donc je crois qu'il y a une sortie mondiale le 16 ou le 16 C'est mai. le 16, ouais. Ouais, une sortie mondiale, puisqu'en France il n'est pas sorti le mercredi, il est sorti le vendredi. Et donc sur ces 5 jours-là, il a fait 39 007 entrées. En France ? En France, oui. C'est vrai que notre salle à nous, c'était un lundi à 17h, mais on était 5. On était vide aussi, vraiment. C'était un vendredi à 22h20 vide. Ah là là. C'était un lundi après-midi, c'était pas très rempli. Il y a un monsieur qui est parti aussi. Après, Je savais pas trop pourquoi il était là pour le coup. Je me suis dit, Bah, moi aussi, j'ai vu des gens partir pendant la séance, donc oui. Bah moi je vous avoue que je me suis senti un peu pris au piège, hein. J'avais pas envie de rester. Mais bon, on va pas relancer le débat, on va s'arrêter là sur Hurry Up Tomorrow. Et donc, on a 5 films, chacun on va parler un peu de nos films où la musique, c'est pas forcément des films musicaux, c'est des films où la musique a un rôle très important, en tout cas dans notre appréciation du film. Qui veut se lancer, sachant qu'on essaie de tenir 3-4 minutes par film ? moi j'ai choisi comme film où la musique est importante, Pulp Fiction. Soit très peu original, puisque si vous cherchez les meilleurs BO de films, vous aurez Pulp Fiction qui arrive généralement tout le temps dans le top 5. Et cet homme nous a montré son vinyle de Pulp Fiction. Voilà. Faut le préciser parce que là il y a eu un geste qui était magnifique. En fait, je trouve que c'est vachement cohérent. C'est cohérent parce que cette musique, elle est vraiment marquante. Elle est marquante pourquoi ? Parce que déjà, elle est très connue. Je pense surtout à la chanson d'ouverture Missirlou, notamment, et en plus, elle a été utilisée donc, dans la saga Taxi. Bien sûr, voilà, j'allais Cocorico, dire. mais surtout, elle a été reprise dans le hit Pump It de Black Eyed Peas. Cette chanson-là, elle a vraiment quelque chose qui annonce le côté très explosif du film et le côté très décalé. Mais en fait, le film, juste après avoir lancé Missirlou, ça enchaîne avec une chanson de Kool and the Gang, Jungle Boogie, où on a la fameuse scène où Vince et Jules parlent du Royal with Cheese. Et donc là on peut se dire ok, Pulp Fiction, la musique elle est bien, c'est de la musique funk, c'est de la musique un peu rock, de la musique un peu soul, ok c'est tout, sauf que ça participe vraiment au propos même du film qui est la déconstruction de la figure du criminel. Dans le Pulp Fiction de Tarantino, on n'est plus dans ce qu'on pouvait voir dans Le Parrain, dans ce qu'on pouvait voir dans Scarface. Ici donc les personnages, ils écoutent du funk, ils parlent de burger. C'est les mêmes personnages qui, plus tard, se retrouvent en t-shirt et en short, alors que le costume basique du criminel, c'est le costard. Et donc, la musique aussi, tu vas avoir donc, la rencontre entre Marcellus et Butch, qui constitue la deuxième intrigue du film, où ils vont se rencontrer sur la chanson Let's Stay Together d'Al Green, qui est une chanson normalement très romantique, ce qui est donc très drôle quand tu sais la suite qui va arriver aux deux personnages. Mais on a aussi l'autre scène extrêmement culte du film, c'est la danse au Jack Rabbit Slim sur You Never Can Tell de Chuck Berry. Certes, en plus de ça, ça donne de la sympathie aux personnages, ça donne le côté décalé, mais ce qui est super intéressant, c'est de savoir que Tarantino, quand il écrit ses films, justement, en fait, il écoute d'abord les bandes-son qu'il veut mettre dans son film, et ensuite il écrit les scènes dessus. Donc ça, c'est vraiment partie intégrante de comment va être construit le film. Et au-delà de ça, c'est juste, si on l'enlève même du film, en fait c'est juste une super introduction à toute la musique des années 60, Pulp Fiction. Que ce soit donc la soul, le funk, même l'évolution du rock à cette époque-là, c'est super Pulp Fiction pour ça. Voilà. Justement, Jérém, toi aussi t'es un film plutôt explosif, où la musique constitue en fait un rôle prépondérant, primordial on peut dire, oui. Ouais, mais elle crée même le montage. Le rythme du film, oui, effectivement. Parce que je vais vous parler de Baby Driver, réalisé par Edgar Wright, qui est pour moi un réalisateur un peu incontournable, car j'apprécie l'entièreté de ses films, et c'est un réal qui a toujours su incorporer dans ses films la musique préexistante. Déjà dans Shaun of the Dead, il nous gratifiait d'une superbe scène sur Don't Stop Me Now de Queen, et Baby Driver, c'est cette qualité de rythme étirée sur un film d'1h50. Dans ce film, la bande-son ne se contente pas d'accompagner l'action, elle constitue l'élément central qui rythme et dynamise chaque scène. On pourrait même dire que la musique est un personnage à part entière du film. Autrement, le personnage principal reste quand même Baby, conducteur talentueux, qui écoute de la musique
constamment pour échapper à ses acouphènes et pour rythmer sa vie, une sorte de synesthésie qui, lors de sa conduite notamment, associe le son et les gestes. Et ce n'est jamais aussi bien montré que dans la scène d'introduction du film sur fond de Bell Bottoms de The John Spencer Blues Explosion, on comprend que la musique sera primordiale et moteur lors des scènes notamment de conduite. T'as compris, moteur, voiture, qu'est-ce qu'on se marre. Mais même lors de scènes plus quotidiennes comme la séquence où Harlem Shuffle se porte à nos oreilles, la musique est choisie pour se synchroniser avec les actions de Baby, ou plutôt justement Baby se synchronise avec la musique. La tracklist de Baby Driver est assez éclectique, on a du bon gros son comme Neat 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 de The Damned ou Brighton Rock de Queen, des chansons plus oldies comme B.A.B.Y. ou Nowhere to Run, ou encore la meilleure utilisation de Never Never Gonna Give You Up de Barry White. Donc cette diversité musicale reflète les goûts variés de Baby selon son humeur et permet au public par la même occasion de réécouter des classiques tout en découvrant de nouveaux sons. Attends, juste, Never Never Gonna Give You Up, c'est Paris Casley? Non, c'est Never Gonna Give You Up, et Never Never Gonna Give You Up, c'est Martin, Ah, mais oui. c'est Barry White. Never Give You Up. Voilà. Ah oui, voilà. Magnifique imitation. La meilleure utilisation de cette chanson est dans ce film, je suis désolé. Donc l'utilisation de la musique et même les chansons choisies sont souvent corrélées avec ce qui se passe dans l'histoire. Par exemple, Baby rencontre une serveuse de diner nommée Deborah, ce qui permettra d'avoir deux chansons liées à ce personnage, Deborah de Tyrex et Deborah des Beck, montrant que le personnage ne quitte pas l'esprit de Baby, sachant qu'il écoute une des deux chansons avec elle. Et j'ai déjà évoqué Nowhere to Run plus tôt, mais elle est impliquée justement lorsque les personnages semblent perdus et ne savent plus où et surtout non plus nulle part où aller. La musique n'est pas seulement un fond sonore, elle est l'essence même du film, t'as compris, essence voiture, qu'est-ce qu'on se marre. Et je voulais évoquer l'héritage de ce film également, car pour moi c'est le précurseur des films que je nommerais des films jukebox ou playlist, avec utilisation à foison de musique préexistante. Alors j'utilise plutôt généralement ce terme de manière péjorative sur des films succédant à Baby Driver, car on sent qu'il n'y a pas forcément d'intention de réalisation ou de narration avec ces musiques préexistantes, elles sont juste là pour être là. J'ai plusieurs films en tête qui me reviennent, mais celui qui me revient le plus, c'est quand même Cruella, car les musiques s'enchaînaient sans réelle raison, et parfois une chanson se terminait à peine qu'une autre recommençait. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais utilisé plutôt ce terme de film jukebox, notamment pour Cruella. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de films qui utilisent cela, et je voulais savoir si vous en aviez en tête vite fait. Suicide Squad, oui, le premier. Ah oui, en effet, oui. Les Gardiens de la Galaxie Ouais, 1. mais les Gardiens de la Galaxie, je trouve qu'il y a encore un petit peu, tu vois, il y a un côté relation, parce que c'est le cadeau que lui a légué sa mère, donc voilà. Puis ça Mais participe c'est- vraiment à l'ambiance du film pour le coup, Ouais. je trouve. J'avais hésité aussi à en parler parce que c'est aussi l'essor de ce mouvement 80, années 80, le retour des synthés, etc. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de chansons les unes à la suite qui rythment le film. Moi, je pense à un film très récent, Partir un jour, que je n'ai pas vu, mais j'ai vu le générique du film. Et il y a vraiment toutes les musiques populaires françaises dans le film. Ah ouais. Mais vraiment toutes. Est-ce qu'il y a Sauf- Partir un jour des To Be Free? Il y a bien entendu Partir un Ah jour. non, c'était Alliage. Et, Non, je- et de ce que j'ai compris, bon là je suis en train de bifurquer sur une critique de Partir un jour alors que je l'ai pas vu, mais de ce que j'ai compris dans le film, c'est des séquences musicales où il y a aucune chorégraphie, c'est juste des personnages qui font un karaoké et qui chantent toutes les musiques françaises les plus connues de la classe D'accord. populaire. C'est un film d'ouverture à Cannes. Oui. Un film de la Characan, ça c'est malheureux. Apparemment, il est pas si mal le film. Je peux rien dire, je l'ai pas vu. On va mais- pas se lancer sur une critique sur un film qu'on n'a pas vu. Qui veut poursuivre entre Fred, Chanel ou moi? Chanel. Le film que j'ai choisi, c'était Moonlight. Parce que j'ai réfléchi, parce que pour moi, la BO et le film, on peut pas les séparer en fait. C'est l'un va avec l'autre et soit le sert, soit le dessert. Du coup, en y réfléchissant, je me dis Moonlight, il y a vraiment un lien limite psychologique avec le personnage, c'est-à-dire que souvent la musique classique, elle est là dans des scènes où même le personnage n'arrive pas à faire des introspections sur lui-même, quand il est filmé de dos. Il y a vraiment quelque chose d'intime, de psychologique et de... Enfin, au-dessus, quoi, dans la musique en lien avec ce film. Et en y regardant, du coup, je suis retournée voir les titres de la BO. La plupart des chansons, donc, écrites par... donc c'est Nicolas Britell. Les titres en fait sont en lien avec les moments de Moonlight, parce que Moonlight donc c'est en 3, quand il est parti, quand il est petit, quand il est ado et quand il est adulte. Et en fait la chanson principale qui revient plusieurs fois quand il est ado, elle s'appelle The Middle of the World, donc le milieu du monde. Ado, c'est un peu le milieu de notre vie. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont intéressantes. Cell Therapy aussi, une chanson qui est là et qui arrive au moment où il vient de terminer d'aller voir sa mère. Une fois qu'elle est dans cette sorte d'hospice, hôpital chelou. Ce film, sans la musique, perdrait beaucoup. Rien que dans le lien, dans le regard que ça apporte au spectateur, dans le jeu aussi de caméra, parce que la caméra, elle bouge beaucoup. Il n'y a pas vraiment de cut. Quand même autour de la table, d'une scène, on passe du père à sa copine, à sa copine, comme si on était le point de vue du petit, quoi. Il y a des musiques géniales dedans. Moi je Ouais. pense à la musique préexistante, Every N-Word is a Star, qui est géniale.
en fait, qui est génial. C'est vrai que ça m'avait marqué aussi, mais peut-être pas la bande originale pour le coup. Moi, c'était vraiment les musiques préexistantes qui m'avaient plutôt plu. Vous l'avez vu, Moonlight? T'es pas sorti du film en Non. te disant ouais, la musique m'apaise. La musique m'apaise au Ouais, même titre c'est un que message que un peu lui. c'est un message d'espoir pour ce C'est ça. gamin qui essaye de se débrouiller comme il peut avec, parce qu'en fait le mec de ceux qui n'ont pas vu le film, il essaye à la fois de vivre avec son homosexualité et aussi avec les problèmes avec sa famille quoi. Bah, le problème avec sa mère, et c'est comment son père, qui est en fait quelqu'un d'influent dans ce monde un peu mafieux, chelou c'est Miami, je crois, noir de Miami. En tout cas, c'est les quartiers pauvres quoi. Voilà, c'est ça, les quartiers pauvres. Donc comment son père arrive à lui dire ne te laisse pas influencer par tout ça, vis par toi-même. C'est pas son père. C'est pas son père. Non, c'est un homme qui le recueille justement. Il a une figure, c'est Mohamed. Ah, j'ai cru que c'était son père. Mahershala Ali. Qui en fait a la figure du père mais qui n'est pas son père. Alors, malheureusement, ce film, moi je le retiens, je l'ai pas vu, mais je le retiens parce Le que La La Land, Pour le Ouais. La La Land. Ouais, les voilà. Oscars. Ouais, il est Et génial. c'est malheureux parce qu'apparemment c'est vraiment un super film. Non, c'est mais un très bon film. Ouais. C'est Moi, un- j'ai c'est pas un- aimé La La Land. C'est encore les très bons films à 24, plus comme aujourd'hui, vous voyez. C'était les Ah. bons films avant. à 24, c'était mieux avant. C'était mieux avant. C'est devenu mainstream à 24. Ouais, un peu, c'était non devenu mainstream. Tu peux plus te la péter en Ah, disant. t'as Bah le oui, même Big rapport. Girl. T'as le même rapport pour A24 que Chanel a avec The Weeknd. T'aimais bien quand c'était niche. T'as le Voilà. syndrome du premier con. Exactement. Mais moi j'ai un film, justement, j'aimerais qu'il soit un peu plus mainstream. Parce qu'en fait, il est sorti il y a bientôt 20 ans et j'arrive pas à. Lui, il l'a vu, je l'ai montré et il aime ce film. C'est Once de John Carney qui est sorti en 2007. Je vous en ai parlé à tous de Once. Bah non, Chanel, non, on se connaît Non. pas assez pour. Et bah, je vais te parler de Once. Ok. En gros, en fait, c'est un film qui est sorti en 2007 et qui a été fait en Irlande, donc par John Carney, et qui est vraiment tourné dans les rues de Dublin. C'est-à-dire que vraiment, c'est caméra à l'épaule, les passants dans la rue, c'est des passants dans la rue, et des fois ils regardent la caméra. Ouais, un peu en mode guérilla, quoi. Ouais, c'est ça. Once, ça suit un chanteur de rue irlandais qui paye ses fins de mois en réparant des aspirateurs, qui rencontre une expatriée yougoslave, et ensemble ils vont essayer de produire un album. Et donc en fait, c'est une histoire qui est très banale. Il y a une petite romance un peu insoupçonnée qui trame pendant tout le long du film, mais en fait, ce qui est super chouette avec le film, c'est que ils sont pas capables de parler entre eux. C'est-à-dire qu'ils parlent de futilité, de banalité, mais ils sont pas capables d'exprimer un peu ce que l'un l'autre ressent. Parce que par exemple, l'expatrié yougoslave qui est joué par Marketa Erglova, son mari, il est resté bloqué au pays, mais en même temps, elle est pas amoureuse de lui. Et donc il y a tout ce rapport-là, en fait, qu'elle arrive dans un nouveau pays, elle rencontre un garçon, mais elle sait pas trop où se placer émotionnellement parlant. Et en fait, c'est la musique qui va leur permettre de s'exprimer, mais en fait c'est pas vraiment des musiques qui vont se partager les uns les autres, c'est-à-dire que Glenn Hansard, donc le personnage principal, lui il va par exemple chanter Lies, mais il chante Lies dans sa chambre, et Lies ça parle de son ex et de tout le rapport conflictuel de justement ils n'étaient pas capables d'exprimer ce qu'ils ressentaient les uns pour les autres. Marketa Erglova elle va chanter If You Want Me, toute une question de jeu de séduction sur le fait que bah elle cherche justement quelqu'un pour combler dans sa vie, mais elle ne le trouve pas et elle n'est pas capable de l'exprimer. Et donc voilà, il y a ce parallèle entre ce qu'ils n'osent pas se dire l'un envers l'autre et ce qu'ils chantent. If you want me, satisfy me. Exactement. Et voilà, après, voilà, l'histoire en soi est assez banale. Et c'est un monde de bisounours. Ils vont voir un banquier qui prête de l'argent. Ils leur disent on fait de la musique, et le banquier il fait j'adore la musique, et voilà. c'est vraiment un monde de bisounours. Et en plus, l'acteur principal, Glenn Hansard, c'est pas un acteur de base, c'était Joseph Gordon-Levitt qui devait C'était jouer pas dedans. Cillian Murphy. Non, c'était Joseph Gordon-Levitt. Et il s'est barré 2 jours avant le tournage. Et en fait, Glenn Hansard, c'est le mec qui avait écrit les chansons et qui était dans le groupe de John Carney dans les années 90. Et John Carney lui a demandé tu veux pas jouer dans le film puisque tu sais chanter les chansons. Et Glenn Hansard, il a fait ok, mais je sais pas jouer. Moi, je trouve pas, enfin, pour avoir vu le film. Attends, tu l'as vu? Ouais, Bah, tu lui as pas montré. Tu me l'as montré. Ah, mais c'est vrai que je te l'ai montré. Je trouvais que ça passe, justement, c'est encore mieux. C'est Oui. qu'on a cet aspect très naturel, très. Bah, comme c'est une caméra à épaule à la main, t'as vraiment l'impression d'avoir quelque chose de vrai devant toi. Ouais. Donc le film en soi, il est très bien. Mais c'est surtout la musique qui est incroyable. Et elle est tellement bien que ça a convaincu cet homme à ma gauche Moi-même, Jérémy. d'aller les voir en Allemagne. C'est pour ça qu'on était en Allemagne le week-end dernier, c'est pour ça qu'on était pas là il y a une semaine, c'est parce qu'on est allé voir Glenn Hansard et Marketa tout- Erglova. bouclé, En fait, bouclé. vous avez fait ça pour l'émission. Exactement. Oui. Super beau, les gars. Eh oui. Parce qu'on avait prévu cette émission dès le mois de décembre, il faut le savoir. Et, Faut avoir la ref, c'était sur la ex- mixtape. De 2011, phase B. Donc voilà, donc en vrai le film, regardez-le parce qu'il est très bien, mais surtout écoutez de l'album qui est incroyable. Et le film, il est tellement, la musique est tellement ouf que bah Oscar de la meilleure chanson originale pour Falling Slowly, ils ont eu droit à leur musical à Broadway. Pour vous dire, ouais, et les performances musicales quand même, ne serait-ce que... Enfin, des deux, hein. Bah, en fait, Glenn Hansard, il est tout le temps à brailler très fort, il est très intense quand il chante, et Marketa Erglova, elle a un tempérament qui est tellement plus calme et posé.
Et il y a vraiment ce contraste entre un gars qui donne tout et une dame qui calme-toi, tu vois. Mais même dans le concert, ça s'est vu. Hein. C'est mon deuxième album préféré, la BO de Once, après The Wall. Et si vous aimez l'album Once, bah écoutez tout le reste de leur discographie parce que c'est incroyable. Et je mentionne vite fait le film New York Melody, qui est du même réalisateur, qui est un peu sur le même concept, enfin un peu sur le même concept d'un artiste qui veut faire de la musique. Là, ça se passe à New York. C'est un producteur un peu has-been qui va rencontrer une artiste dans un bar quelconque, et puis ils vont essayer de produire un album qui est joué intégralement dans les rues de New York. Alors, c'est du même réal, c'est quasiment la même histoire, mais c'est tout aussi bien. Et il y a Adam Levine de Maroon 5 dedans aussi, qui joue le mec de base de Keira Knightley. Voilà, j'ai fait ma pub de Once. Putain. Regardez Once, écoutez l'album, c'est un des meilleurs albums du monde. Voilà. Alors moi je voulais juste faire un lien entre The Weeknd et les bandes originales. The Weeknd il a quand même aidé à créer les bandes originales de grands moments et œuvres pop culture des années 2000-2010. Il est dans la bande originale de Hunger Games 2, l'embrasement. Il est dans la bande originale de Avatar 2, Owen. C'est vrai, mais oui, c'est Nothing vrai, is Lost, c'est lui qui chante à la fin c'est générique. vrai. Il est dans la bande originale de Game of Thrones dernière saison, la 8 avec Travis Scott. Et il est dans la bande Il y originale, a Travis Scott et The Weeknd dans Game of Thrones. mais juste il a fait des chansons pour promouvoir la série. Ah, non, Pas la dans promo, la série, d'accord. mais pour promouvoir la série. Et aussi Black Panther, le 1. C'est vrai, Voilà. c'est totalement vrai, j'avais totalement oublié tout ça. C'est stylé, moi je veux The Weeknd en avis. Ah oui. Non, mais du coup, vous êtes parti en vacances à Cologne pour préparer donc cette émission. Moi, je suis parti en Alaska. Voilà, pendant que vous n'étiez pas là, parce que je vais vous parler de Into the Wild Ça va, t'as pas aujourd'hui. trop froid Il caillait un peu. Et je suis rentré à Paris, c'était le même temps, donc en fait. Mais t'as fait un week-end d'aller-retour en fait. Ouais, c'est ça. Je suis parti, j'ai trouvé un car et ça sentait la merde, donc je suis revenu. Voilà. Donc bref, non, aujourd'hui, je vous parle de Into the Wild, qui est un film que j'aime beaucoup, qui a été pendant longtemps un de mes films préférés. Et je trouve que dans ce film, le rôle de la musique est hyper important. Je trouve même que c'est une très belle harmonie parce que donc Eddie Vedder, qui est le chanteur, un chanteur qui provient du groupe Pearl Jam, Cohen connaît très bien. Oui, que j'ai fait en concert. Cet homme a tout vu. J'ai il dû a aller vu tout le monde, hein. j'ai dû aller à Barcelone pour eux. Non, le lance pas sur Barcelone, s'il te plaît. Mais du coup, je trouve qu'Into the Wild, c'est un exemple parfait pour parler d'une BO qui peut totalement, qui est très importante et que si on enlève du Eddie Vedder sur Into the Wild, on perd énormément en fait. Donc sachez que déjà Into the Wild est une vraie histoire. Hein. C'est l'histoire de Christopher McCandless, qui est un jeune homme à l'époque, qui est décédé malheureusement, et qui avait le rêve de s'affranchir de société en fait, de partir vivre donc en Alaska. C'est un homme qui était totalement remonté contre ses parents, qui était vraiment la figure d'une autorité américaine qu'il détestait, et donc il est parti un peu à la dernière minute quand même, un peu sans vraiment trop se préparer, essayer de survivre dans la nature. Il en est mort malheureusement, et donc il y a un livre qui est sorti sur ce mec, et donc j'ai lu le livre qui est génial. Et dans le livre en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que John Krakauer, donc l'auteur, raconte l'histoire de Christopher McCandless, et à côté il raconte aussi son propre parcours de alpiniste dans des circonstances extrêmes. Donc en fait il parle à la fois de ce jeune mec qui a vécu des choses très dangereuses, en même temps lui son désir de s'affranchir également, de retrouver la nature. Donc on a déjà ça dans le livre, et je trouve que l'adaptation de Sean Penn, c'est un peu le même délire. C'est Sean Penn qui s'approprie l'histoire, qui filme ce qui est dans le bouquin, et à côté Eddie Vedder, qui en fait, Eddie Vedder, si vous connaissez bien, en soi ses thématiques c'est un peu pareil quoi. Je sais pas si tu peux aller dessus, ouais, mais pour moi Eddie Vedder, quand j'écoute Eddie Vedder, surtout ses solos, pas Pearl Jam. Ouais, Voilà. moi j'ai surtout Plutôt- en tête Pearl Jam. Voilà, plutôt les solos. Eddie Vedder, c'est effectivement la nature, c'est la quête de soi, c'est La mélancolie. la mélancolie. Il y a plusieurs thématiques qui sont déjà préexistantes chez lui et qui étaient parfaites pour Into the Wild. Donc ça, j'adore. Et en fait, le film, donc c'est un homme qui s'affranchit de tout, qui revient vraiment à l'essentiel. Et tu retrouves ça dans la musique d'Eddie Vedder, où en fait, ça va être beaucoup de folk, d'acoustique. On va retrouver même des instants avec des ukulélés. Sachez qu'Eddie Vedder a sorti un album uniquement avec un ukulélé. Je l'aime tellement. Voilà, et en fait, il y a des sons avec des ukulélés, vous avez même des musiques où il n'y a plus vraiment de paroles qui dominent, mais plutôt des cris, alors j'arrive pas à le dire en français, des humming, comment on dit humming? Et il y a beaucoup de sons qui sont hyper marquants dans ce film, et qui te montrent peu à peu en fait le trajet de Christopher McCandless qui se perd en fait dans la nature. Moi, il y a un moment qui me marque de fou. J'ai oublié le titre de la musique, je crois que c'est Wolf ou je sais plus quoi. Et effectivement, en fait, c'est juste Eddie Vedder qui crie. Qui crie vraiment, il n'y a presque aucun instrument, il crie. Et à côté, vous avez du coup le personnage qui découvre la nature dans un plan d'ensemble énorme. Et donc voilà, je trouve que cette BO est hyper importante pour le film, parce que vraiment, c'est
c'est Eddie Vedder qui a juste rencontré un personnage qui lui ressemble en fait. Et voilà, j'adore ce film. Toi, tu le vois vraiment sous le prisme de Eddie Vedder, en fait, ce film. En fait, je le vois comme Eddie Vedder qui a su dialoguer avec un film qui lui ressemble. Comme Jon Krakauer qui a pris un sujet pour écrire son roman qui lui ressemblait. Donc je trouve que c'est cool. En fait, je trouve que l'histoire de Christopher McCandless, elle est assez vaste, assez universelle pour que quiconque puisse en emparer et parler de soi aussi. Et c'est ce qu'a fait Eddie Vedder et c'est ce qu'a fait Jon Krakauer. Il faut que je te rende ton Blu-ray. Oui, tu sais que j'ai galéré. Genre, je l'avais sur mon disque dur, j'ai pu le regarder. Mais j'étais un peu en mode putain, Ouais, j'ai un Blu-ray quoi. et il est encore sur la PS4. Et bah hein. après l'émission. Conclusion un petit peu de ce pêle-mêle de films musicaux. Vous avez une bonne sélection. La musique, c'est bien. Mhm. C'est cool. Écoutez de la musique. Ah oui, je voulais conclure juste Into the Wild. N'hésite pas à lire Jack Kerouac, qui est Oui. l'auteur qui a inspiré ce Ah oui, garçon. j'ai lu Jack Sur la Kerouac, route, justement. sur la route, les clochards célestes. Les clochards célestes qui est génial. Big Sur. Moi, fan des clochards célestes. Ça m'a un peu perdu quand ça part dans le trip un peu Bouddha. Ouais. Non. C'est vraiment toute la. Comment ça s'appelle La Beat Generation. C'est lui qui a lancé. B-E-A-T. Dis-toi que les hippies, un peu tout le délire des hippies, Chanel ou même tout le monde en soi, désolé, peut-être que vous savez pas. C'est vraiment Jack Kerouac, l'auteur, qui a lancé ce mouvement. J'ai aucune rêve. Ouais. Et Jack c'est un Kerouac, romancier. qu'est-ce que détestait le plus au monde Jack Kerouac? Le capitalisme. Non, il détestait les hippies. Ah, Comme Tolkien. Lançons des couvertures et des potes, allez. Mais voilà, Après- toutes ces histoires, c'est des personnages qui partent Mm. de tout et qui sont un peu de sorte d'hippies. Après, tu dis des hippies. Jack Kerouac, c'était les années 50. C'est les Donc, beatniks, normalement. Oui, oui, encore oui, avant, oui, tu oui, vois. Qui oui. inspirent les hippies. voilà. Jack Kerouac a renié les hippies en mode oh là là, ils ont rien compris à ce que je voulais dire. C'est ça. mhm. Voilà. Il fallait suivre Bouddha plutôt. Ouais. La voie de Bouddha. On va pas vous quitter sans faire un petit tour des films de l'actu. Autre que Hurry Up Tomorrow. Ouais, même si encore une fois. Alors, dans les prochains épisodes, on va quand même parler de trucs vachement cool. On va parler de Mission Impossible, on va parler de Last of Us. On va parler de gros trucs. Parce que ces 2 derniers mois, il n'y a pas eu de très grosses sorties. Je veux dire, on allait voir Destination Finale Bloodlines, c'était dans la salle principale du MK2. J'en reviens pas qu'un Destination Finale, ce soit la plus grosse salle de MK2. Mais parce qu'il y a tellement rien en face qu'ils sont obligés. Mais en même temps, C'est trop bien. Ah, en fait, j'avais peur. Tout le monde disait que c'était pas ouf. Et après, j'ai vu les critiques générales C'est et j'ai vu que génial, c'était C'est génial. le meilleur de la Oh, saga. Très Mais clairement. les gars, Vraiment. désinfluencez-vous. Non mais même sans ça, genre foncièrement tu vois le film, j'ai pas besoin des autres pour dire pour trouver que le film est bon. Hein. alors moi je suis un gars qui aime pas Destination Finale de base. Hein. Ok. Ah mais moi non plus, j'ai à peu près du même avis que Owen sur quasiment Là, tous vous les avez films. kiffé. En fait, moi j'aime bien quand Destination Finale, comme dans le 2 et 4, il y a beaucoup d'ironie et de d'humour, timing comique. ouais. Alors que le 1 et 3 se prennent vraiment au sérieux, type thriller. Alors que celui-ci, on va dire que il est très drôle. J'ai franchement bien rigolé devant, Ouais. mais en même temps, il y a suffisamment d'astuces en matière de montage et de suspense pour que tu sois vraiment pris dans le truc. Et il y a vraiment des séquences. En fait, il y a un truc qui est malin avec ce film, c'est que la plupart des scènes de mort se passent en groupe. Et donc tu sais jamais qui va mourir. Hmm, C'est ça qui est drôle. ok. Et en fait, contrairement, le principe de Destination Finale, c'est un gros accident, quelqu'un a une prémonition qui fait qu'il va sauver un groupe de personnes, et ces gens vont se faire attraper par la mort. Et là, en fait, le film s'ouvre dans les années 60, et c'est une dame qui sauve des milliers de personnes lors d'un événement. Et en fait, la mort, ça lui prend énormément de temps avant de rattraper tout le monde, si bien que les dernières personnes de sa liste ont eu le temps de faire des descendances. Des enfants, des petits-enfants. Des enfants qui sont pas censés être nés, selon la mort. Et donc la mort doit rattraper des générations. Voilà, les générations qui sont nées. Et c'est giga fun Et parce donc qu'en fait là tu suis Et du une coup, famille. le Covid. Tout s'explique. Tout s'explique. Et du coup, ouais, tu suis une famille qui est, du coup, la famille de la personne qui a sauvé tout ce monde-là. Et franchement, c'est trop bien comme concept. T'as des retournements de situation, enfin, où tu te dis, ah, c'est pas con de tourner le truc comme ça pour essayer de réinfluer l'histoire, de rebattre un peu les cartes, parce que sinon ça serait ultra linéaire et tu comprendrais un peu vite où ça va. Et je trouve que le film s'en sort très bien, même en termes de drama, enfin en termes de côté un peu narratif. Je trouve que quand même il y a des bonnes idées pour t'induire un peu en erreur, même au niveau de la mise en scène, tu te doutes certaines fois, tu te dis ah il va se passer ça, mais en fait non, ça se passe pas comme ça. Enfin, Il y a des notions de sacrifice et de rapport à la famille, parce que le fait que ce soit une famille, ils sont beaucoup plus soudés, ils sont beaucoup plus malins aussi dans le film. ouais, Ils sont- ça te crée un lien au personnage que t'as pas forcément dans les autres films où c'est un groupe juste d'inconnus qui se rencontrent. Voilà. C'est ça, là il y a une mère qui a disparu et qui revient, mais tu sais pas trop pourquoi, et ça a justement un rapport avec cette mort qui les pourchasse. Il y a des notions de sacrifice qui sont très beaux dans le film, et on rigole. Ouais, Et franchement. il y a des morts, mais
c'est drôle. Et en même temps, je me suis tordu dans mon siège. Franchement, le timing comique de la balle dans la gueule, le ballon de foot dans la gueule. Je vais aller voir juste après. ça. Non, Ah mais... ouais, non, mais... On va voir Non, juste mais juste ça. Il y a un timing comique avec un ballon de foot dans la gueule qui est mais magistral. Et il y a un IRM. L'introduction de cet IRM, le montage et la façon dont c'est introduit, c'est magnifique. Je l'ai vu ce mini moment sur les réseaux sociaux, il c'est Et incroyable. tu te dis, mais c'est un IRM, c'est innocent, et tu sais que ça va être Oui. un truc, et tu vois l'IRM derrière le personnage, tu te dis, oh, un IRM. Ouais, et le film est vraiment très très drôle, que ce soit en termes... Non, sur les vannes que les personnages peuvent lancer, ou même dans les scènes de mort en elles-mêmes. Tu sais, la façon dont ça arrive, c'est toujours un peu... tu sais, c'est attrape-souris, il y a des trucs qui... Ouais, c'est un jeu de piste. Et je trouve ça très marrant à chaque fois. Enfin, il y a des moments où je me suis marré alors que pourtant le mec était en train de souffrir. Mais bon... Mais du coup, là, ça fait énorme. Il y avait une énorme pause entre le 5 et le 6. Et c'est là que tu vois peut-être qu'ils ont beaucoup réfléchi à ce qu'ils allaient faire après. Parce que moi, tu me dis un 6ème volet. Je suis parti du postulat où ça allait être vraiment nul. Parce qu'on connaît tous les grosses sagas à faire plein de volets. Bon, au bout d'un moment, merde, quoi. En tout cas, je ne savais pas, je l'ai découvert au moment du générique de fin. John Watts est à l'histoire de ce film et à la production de ce nouveau film. C'est celui qui a fait les Spider-Man pour Marvel, hein. Ceux avec Tom Holland. Franchement, moi j'y croyais pas, je soufflais quand j'ai vu Destination Finale Et pareil, Bloodlines. quand tu te dis c'est les mecs qui ont réalisé le téléfilm live action qui possible qui sortent ça. Des fois, moins t'as d'attente, plus Ouais. c'est bien. Hein. Et c'est un très bel hommage à cet acteur qui s'appelle Tony Todd. Tony Todd, qui jouait dans Candyman et qui est mort. C'est sa dernière apparition au cinéma. Et je pense qu'il le savait déjà, parce Ouais. que quand tu le vois, il est très amaigri, Ouais. etc. Et en fait, il délivre un beau message épicurien sur de toute manière, vous allez tous crever, profitez de la vie. Mais oui, en fait, c'est le personnage qui est dans tous les destinations finales, c'est ça Exactement. Oui, C'est voilà, ça, c'est lui celui qui annonce du la coroner. mort, oui. Voilà, Et ok. en fait, non seulement tu connais ses origines maintenant, mais en plus, c'est un beau message. C'est on va crever. C'est vraiment Tony Todd, je pense qu'il savait que ça allait être sa dernière apparition à l'écran. Il s'est dit, quitte à faire ma dernière apparition à l'écran, autant que je livre un message. Voilà. Et voilà. Je trouve ça beau. Ok, bah trop bien, j'ai trop hâte. Bah ouais, tu vas le voir là. Ouais, c'est ça. Ah, Ouais. cool. Non. Ah oui, c'est ça. Ok. Je trouve que c'est le genre de film à se voir à la dernière séance. Ouais. C'est genre très Ouais, tard genre le 20h, soir. 22h, ouais. Ouais, Puis entre potes, ouais, pas Ouais, seul. Je pense que tu le vois tout seul, t'es un peu... ouais. T'as pas d'émission impossible à rattraper, toi encore J'ai tout vu. Ah, À part le dernier, du coup. Oh Oui, Mais j'ai tout vu, c'est bon. En 2 semaines, j'ai rattrapé tous les missions impossibles. On en C'est du parlera la semaine rattrapage. prochaine. On en parlera, je ne dis rien. Dans une semaine. Dans une semaine. Moi, il me reste le 7 à regarder. Ok. On poursuit avec. Alors, Chanel et Fred, vous avez vu On a vu Zion Zion et Tu ne mentiras point. On Mm. commence par quoi Tu m'en diras point, c'est celui dont je me rappelle le plus. Ouais, vas-y, commence parce que moi je l'ai un peu oublié. Je me suis endormi en fait pendant le film. Euh, Oh. Bah, tu m'en diras point. Attends, en fait, Vous êtes sûr que vous voulez en faire une critique? non, moi la seule chose que j'aurais à dire, c'est un beau film, mais moi ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait c'est un film qui parle d'un moment sombre de l'histoire de l'Irlande, c'est-à-dire quand l'Irlande était très catho-orthodoxe. Ils sont orthodoxes ou protestants? catho ou protestant, Oui, selon voilà. la région. Oui, voilà. Enfin, très dans la religion. Et en fait, que donc la plupart des femmes du coup qui tombaient enceintes, elles étaient envoyées au couvent. Et ces couvents, c'était vraiment de la grosse maltraitance. Une fois que les femmes accouchaient, elles gardaient les bébés, elles les vendaient. Ou alors, il y avait un vrai trafic en fait humain organisé par l'Église. Et l'Église était très très influente. C'est-à-dire que ceux qui voulaient dénoncer, il y avait une vraie censure en fait. Voilà. Et donc moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'était vraiment pour apporter un regard sur ces femmes qu'on a bafouées, jugées et à qui on a volé une vie, et même 2 vies finalement, la leur et celle de leur enfant. Et en fait, le point de vue, c'est vraiment toujours celui de Cillian Murphy. Cillian Murphy. Cillian Murphy, pardon. Cillian. Kylian. Moi, j'ai vu Kylian, Kylian. c'est Cillian C'est Murphy. Kylian. Moi, j'ai vu Kiki, quoi. Bah, Et ouais, vas-y, pardon. enfin bref, juste pour terminer, du coup, c'est vraiment ce truc c'est censé parler de femmes et d'un groupe de femmes, mais en fait seulement lui. Et je comprends que du coup tu ne mentiras point. Est-ce qu'on doit se taire? Est-ce qu'on doit pas se taire face à l'injustice? Mais peut-être si c'est un film qui parle de femmes, donner un peu plus de moments et de paroles aux femmes. Je crois qu'elle doit avoir quoi, une 30aine de lignes. Il doit y avoir 30 phrases prononcées par des femmes dans ce film qui sont censées parler de l'histoire des femmes. Mais justement, moi, en fait, Cillian Murphy, on le comprend peu à peu, c'est pas vraiment un spoil, mais en fait, il est le produit, l'enfant d'une de ces femmes qui a réussi à échapper à l'église. Et donc, en fait, lui, il traîne sur lui toute cette misère en fait que lui connaît. Hein, il voit ces femmes, donc toutes ces jeunes femmes qui sont enfermées dans des couvents. Il le voit et donc il porte sur le dos. Et en fait, tout le film, Mais lui c'est ne ça. vit pas dans la misère. Il C'est ne ça le vit aussi. pas. Il ne le vit pas, mais il a réussi. est traumatisé. Et Voilà. tout le film, vous voyez Cillian Murphy
qui porte quelque chose, on comprend pas très bien. Et en fait, tout le film, peu à peu, te révèle lui son passé qui est très lourd. Et moi, je trouve qu'il joue extrêmement bien. Genre Cillian Murphy, incroyable. Et il le révèle bof quand même. On voit que sa mère meurt, mais on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop si c'est un empoisonnement ou pas. Tu viens de... Faut pas spoil. Oh, faut éviter. Le film est sorti depuis 2 semaines, c'est plus du spoil. Oui, et puis j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui est allé le voir. Non. Mais pour aller le voir pour sa performance à lui, incroyable. Ouais, il arrive vraiment avec un personnage qui retient tout en lui et moi c'est ça qui m'a vraiment plu. C'est peut-être un peu facile comme argument, mais le film choisit de parler d'une période où on les cache, on leur donne pas la parole, donc bien sûr qu'on va pas les voir prendre la parole, tu vois. Ok, j'avais pas pensé à ça. C'est un parti pris, mais c'est quand même peut-être un peu plus. On peut mettre un peu plus de temps sur sa mère à lui, sur la femme qu'il essaie de sauver, sur peut-être le point de vue des femmes qui se taisent aussi, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui se sont tués à cette époque, il y a les femmes aussi. Peut-être donner une autre dimension que juste Kylian et ses remords et ses traumas au bout d'un moment. C'est un peu ça, voilà. Mais c'est vrai que toute la communication, elle tourne de toute manière sur la présence de Cillian Bah, Murphy. c'est une grande star, donc bien sûr que on va tout mettre sur lui. Il porte tout sur ses épaules, que ce soit dans le film ou... Si c'est le perso principal en même temps. Mais voilà, effectivement, il y a un petit problème. Et sinon, Zion, que j'ai plutôt bien apprécié, je trouve que le film se tient bien. C'est un premier film. Ça raconte du coup l'histoire d'un homme guadeloupéen, Chris, voilà. En soi, c'est un homme qui veut un peu, pas monter dans la société, mais qui a besoin d'argent. Donc il va un peu trafiquer avec des gens qui sont pas des bonnes personnes. Sauf que pendant qu'il va essayer un peu de faire son business, on va lui refiler un gosse qu'on dit qui est le sien en fait. Et tout va niquer le plan, tout le plan va être totalement désordonné. Et donc on assiste à un film avec un schéma assez classique. C'est un homme qui est un peu perdu entre deux directions, quoi. Celle d'assumer sa responsabilité de père et celle de continuer à vivre tel pas un gangster, j'irais pas jusque là, mais C'est pas un gangster, c'est un mec qui voit des meufs le soir et qui vend de la drogue, mais pas de la grosse drogue. Enfin, ils vendent pas de la cocaïne, quoi, ils vendent du petit shit et le film se passe sur 2-3 jours. Et voilà, à un moment donné, il a l'opportunité de se faire de l'argent, il accepte, un enfant arrive devant sa porte, apparemment c'est le sien. Et voilà, il est dans une course contre la montre un peu. voilà, exact. Entre les gens à qui il doit de l'argent, cet enfant, la vérité, et tout le contexte politique de la Martinique. De la Guadeloupe. Tout le contexte politique de la Guadeloupe. Pour le coup, moi j'ai parlé avec un ami à moi qui est guadeloupéen, qui a vu le film, qui a adoré. Et je parle en son nom, mais il m'a un peu expliqué que lui s'était beaucoup retrouvé dans ce personnage-là. Qu'en Guadeloupe, en tant qu'homme de cet âge, il s'était beaucoup retrouvé, qu'il y avait quelque chose... Moi, dans le film, du coup, le personnage a un problème avec son père. Ils sont pas très proches, ils se parlent pas trop. Et lui m'a expliqué qu'en gros, lui, il avait l'impression que beaucoup de Guadeloupéens étaient dans ce côté-là très ne plus savoir où aller, en fait. Parce que, effectivement, comme le disait Chanel, dans le fond du film, il y a une situation politique qui est instable. Et là-bas, comment se développer, tu vois. Moi, j'étais un peu déçue par le film parce que je m'attendais à un Misérable ou à un Athéna ou quelque chose comme ça. Et en fait, tout le contexte politique était vraiment en arrière-plan. On l'entendait à travers la radio, on le voyait à travers les cités, le manque d'eau, etc. Mais c'était vraiment en arrière-plan. Et pareil, j'ai discuté avec une amie guadeloupéenne. Elle m'a dit qu'en fait, c'est ça la beauté du film, c'est que là-bas, c'est tellement normal qu'en fait, si on n'est pas vraiment impliqué politiquement et politisé, en fait, on entend ça comme un bruit de fond et on dit juste que c'est ok. Et donc, pour avoir de l'argent, est-ce qu'on fait de la drogue ou est-ce qu'on se démerde ou est-ce qu'on va en métropole? Voilà. Donc, finalement, après avoir discuté avec quelqu'un qui m'a expliqué que le film était d'une justesse incroyable, j'ai un peu mieux apprécié le film. Mais c'est un premier film et je trouve qu'il se tient très bien. Mais c'est pas Misérable, c'est pas Athéna, c'est Misérable. Rien à voir. En tout cas, il fonctionne très bien. Je crois que j'ai vu les entrées. Il me semble que la moitié des entrées du film se sont faites sur les dom-toms. Donc vraiment, c'est assez exceptionnel, il faut le dire. Ouais. Ça peut être un cas d'étude intéressant. Très clairement, Totalement. en termes déjà du film lui-même, je pense, et en termes de la réception du film, parce que je pense que il faut savoir qu'on compte les entrées des dom-toms dans les entrées françaises en global, mais c'est la première fois où je vois que les entrées dom-toms sont tellement significatives qu'il faut les mentionner. Ah oui, je vois la nuance. Voilà. T'allais dire, Julien? Je veux dire, non, mais on connaît pas de film sur la Martinique, sur la Guadeloupe. c'est moi, très rare. Il y a C'est rien très qui me rare. vient à l'esprit. Si, le dernier film avec Marina Foïs, là, sur les volcans, qui est pas ouf du tout. Oui, mais tu vois, même chose, là, regarde, tu prends ce film, Marina Foïs est une métro, tu vois. Oui, non, mais Donc, oui. on a besoin d'une actrice. Oui, non, mais justement, c'est pas un bon film, mais voilà. ça parle, enfin, ça se passe là-bas aussi. Là où Zion, tu sens que toute la Oui. production, les acteurs sont C'est fait, guadeloupéens. voilà, c'est c'est fait fait- par la Guadeloupe. C'est ça, par des Guadeloupéens. Est-ce que c'est pour des Guadeloupéens? Je sais pas, mais un peu quand même, je pense. De toute façon, on en parlait déjà avant, ces dernières années, tu as un peu une émergence d'un cinéma plus local, hors grande zone urbaine, que C'est ce ça. soit avec les films plus ruraux comme Vingt Il y a eu Dieu. Chien de la Casse, Empire, 20 Miséricorde, 20 dieux, ouais. Voilà. Et donc, effectivement, je pense c'est cool. Moi, j'avais vu un film, j'en parle, mais j'ai oublié le titre. C'était un film, par contre, à Haïti.
Et même chose, c'était un film qui était un peu dans ce même délire, c'était une sorte de comédie avec des gangsters qui se faisaient poursuivre par n'importe qui. Et de plus en plus, je trouve qu'on s'intéresse à ça, qu'on essaie de faire des productions locales en fait. Ouais, C'est bien, il faut Ou encourager régional, ça. je sais pas comment le dire. Ou Voilà, régional, on quitte le parisien, C'est ça. Et donc C'est- non, Zion à voir, franchement. Ouais. Je me dis, tu nous parles beaucoup du cinéma de campagnard, entre guillemets. Effectivement, le cinéma de Dom Tom, ça aussi, c'est quelque chose qui mériterait d'être. Qui mériterait de se développer. Et ça se développe un peu. Ouais. Pas Bah, encore c'est assez. c'est en interne, c'est en local que Mm. ce genre de. C'est vrai que de la métropole, tu peux pas influer ce genre de mouvement-là d'artistes Mm. et de techniciens. Ça doit se faire sur place. Mm. Non, je veux juste dire si, mais après on part sur une discussion politique, oui. on n'est Ah, plus ouais. dans dessiner des Ok. potes. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Non, on va éviter tout problème. Voilà. Même si le cinéma est politique, on va éviter. Non, bah du coup, je vais revenir à. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Et du coup, on se Streamer The Weeknd. streamer The course. Weeknd, écoutez l'album Once, écoutez Eddie Vedder, écoutez Kool and the Gang, écoutez. Queen, allez. Parce que c'est dans la C'est- Baby Driver. allez. C'est pas faux. Et désinfluencez-vous. Attends, non, déconne pas, mais ça pourrait être un super sujet de Joker. Ouais, carrément. Merci. Bah, Mais pourquoi comme on ferait on a- pas ça là? C'est ton Joker. Allez, est-ce qu'on ferait pas un Joker surprise? Est-ce qu'on ferait pas un Joker surprise? Allez. Joker surprise. Donc essaye de nous résumer un peu l'idée de désinfluencer, j'ai pas très bien compris. Pour moi, la désinfluence, ça va avec tout ce truc. Je suis sur Letterboxd, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, Oui. je suis sur les réseaux sociaux. Mais souvent, et même je suis une auditrice de l'émission, souvent il y a ce truc, ce que vous sortez au-delà des stats, parce que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres de journalistes, les chiffres de statistiques. Mais les avis, tout le temps, il y a un truc comme une justification. Oh, il a eu 95%, tomatometer là, tout ça. Ça m'énerve. Il y a un truc, ok, il y a un avis général, mais vu que l'avis général est public, est-ce que c'est pas qui a la meilleure punchline, qui a la meilleure truc, même si parfois on aime le film. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça pour moi la désinfluence. Et ça, tu le ressens quand on discute entre nous, par exemple? Oui et non. Moi, je le ressens quand vous citez souvent, ça a eu tant de pourcentage, ça a eu tant de si. Pas les chiffres de Jérém, parce que les chiffres de Jérém, c'est des facts. Et les facts, c'est des facts. Indiscutable. Voilà, exactement. Mais parfois, souvent, il y a ce genre de commentaires où j'en ai discuté, il y en a plein qui ont aimé, qui n'ont pas aimé. Bah, c'est vrai que par exemple, enfin moi je regarde souvent sur Sens Critique, mais quand on est rentré dans la séance de Hurry Up Tomorrow, toi tu regardais les. Ouais, je les- regardais vite fait les Et tu, notes, et tu, Letterboxd et tu tout. me disais même, Fred il a donné cette note, Julien il a donné cette note, tu vois. Mais moi aussi, quand la personne avec qui je suis allée voir le film, première chose qu'on m'a dit, c'est avant même qu'on aille voir le film, qu'on avait réservé 3 jours avant, c'était purée, ça va être horrible, regarde les avis, oh là là, ça va être horrible. Bah, en fait, le baromètre, je pense qu'il y a tellement de films, en tant que cinéphile, j'ai tellement envie de tout voir que je suis bien obligé des fois de décider. Et c'est effectivement, je vais regarder les notes, je vais regarder les avis, parce que je sais que la moyenne en général, c'est elle est un peu plus positive. Je vais aller voir ce film plutôt qu'un film qui est à 3 ou 2. Ouais, mais comme détermination de ton avis futur. C'est ça que c'est là-dedans que je veux dire, parce que aller voir quelque chose qu'on n'aime pas, tout aussi important qu'aller voir quelque chose qu'on aime. Je pense qu'on peut avoir des avis qui peuvent être similaires à nous, en fait. Moi, par exemple, moi, je vais beaucoup faire confiance à certaines critiques et à certains youtubeurs. C'est vrai. Genre, moi, j'adore le youtubeur Intercut, pour le coup. Je trouve que Ah tout oui, ce c'est qu'il vrai. dit est assez cool. En critique, en soi, je lis pas assez, mais c'est temps j'ai beaucoup lu. Criticat. Je trouve qu'ils essayent un peu d'être très durs. Ils sont très durs avec certains films. Très dur parfois critique. Ils sont super durs. Là, j'ai lu un peu toutes les critiques de Cannes. Et effectivement, ils sont en train de défoncer tout le film. Mais j'aime bien parce qu'ils essayent de proposer quelque chose. Après, je pense que c'est un peu la maladie du critique. Quand tu te lances dans la critique, bah forcément, tu veux lire les avis des autres, tu veux te positionner. Donc, tu es un peu prisonnier de cette citation. Après, je pense qu'il y a des excès dans lesquels il faut pas tomber. Par exemple, là, tu disais les gens que tu suivais. Fred, moi, j'aime beaucoup Sergent Pepper sur Sens Critique. Oui. J'adore ses critiques. Mais des fois, je peux voir des films où il a mis un très mauvais avis et je peux ne pas du tout être d'accord avec ce qu'il dit. Mais l'avantage de le lire, c'est que je vois ses arguments, je trouve ça intéressant. Comme quand Chanel, tu présentais les arguments pour The Weeknd, même si on n'est pas du tout d'accord, ça montre une autre facette. C'est ça, en fait, on se sent un peu obligé de se comparer aux autres et de mentionner l'avis général du film pour dire ça, on est d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça, pour un peu avoir une base. Après, on peut développer nos propres arguments, etc. Mais on se sent un peu forcé de comparer notre avis à celui des autres. Bon, déjà, on est 4, donc du coup, ça donne une pluralité dans les avis qui est assez exceptionnelle déjà. Mais voilà, de comparer encore avec ce qui se dit ailleurs. Ce qui se dit ailleurs de manière plus même parfois plus professionnelle, tu vois. Donc, pour dire, ok, certes, on est d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça. Voici nos arguments pour, voici nos arguments contre, voici d'autres arguments. Moi après je sors du film en ayant mon avis, mais je lis beaucoup de critiques en me disant il y a sûrement des pistes que j'ai zappées. Et justement en général ça m'aide à
pas forcément à étoffer mon avis, parce que quelque part il est un peu arrêté, mais au moins de prendre conscience sur des faits et des pistes que j'ai manqué par rapport à des films. Et par exemple, c'est génial que tu sois là pour The Weeknd, parce que là on partait tous sur une critique A4 où on allait le démonter en mode. Oh, pas trop Julien, il est quand même gentil. Non, Julien était un peu mesuré parce que c'est un être de lumière. Voilà, c'est ça. Il est trop doux pour défoncer un film. Mais on était parti sur quand même. Rappelle-toi du Pontel. Ah non, c'est vrai. Je c'est suis vrai. pas parfait. On était parti sur une ligne directrice assez homogène entre nous quatre, et bah. Je veux dire, si on n'avait pas eu Chanel. On aurait dit des sacrées conneries Et quand vous même. auriez loupé plein de choses. Bah ouais. Non mais bien entendu, et même moi, quand je veux un film, je vais regarder des critiques pour justement, est-ce que je suis toujours d'accord avec mon propre avis, ou alors en fait je vais changer parce que j'ai loupé cette piste-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que le truc de The Weeknd, c'était vraiment la tendance avec... J'ai vu ce chiffre de Tomatometer qui m'a trop énervé. Rotten Tomatoes. Rotten, pardon. Pardon. Pourquoi j'ai Mais sorti c'est tout le- le Tomatometer Mais j'aime bien, j'adore Tomatometer. Non, 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 Parce Voilà. qu'ils font le tomatometer dans Rotten Tomato. Voilà, c'est ça. Ah. C'est pour ça qu'elle a pas tort. Donc je n'ai pas tort. Non. Et donc voilà, c'est tout ça, c'était vraiment la vanne de on défonce The Weeknd, on dit qu'il joue mal. Alors je suis désolée, dans la scène où il s'énerve contre Jenna Ortega, vu qu'elle est en mode ah, pourquoi tu pars, t'es un gros menteur. up! Shut up! Voilà. J'avoue Non, que mais je me suis barré un peu. mais alors déjà il fait pas shut up, il s'énerve et tout le monde a Shut the fuck up! mais parce que c'est drôle, mais parce que mais non, Pardon. mais imaginez vous êtes dans la pièce avec lui et Jenna Ortega. Moi, je rigole premier degré parce que la musique se coupe. Il y a plus rien. Elle est dans son monologue. Il y a un truc qui est intense et tout. Il arrive et il dit mais ferme-la. Et c'est trop drôle de voir juste un mec stoïque face à une meuf hystérique dire juste mais t'es une craque meuf. Donc il joue pas mal. Il joue ce qu'il faut jouer. Sa crise de comment ça s'appelle, Ouais, paralysie chante. du sommeil dans la baignoire, qui est vrai vu qu'il en a fait des paralysies du sommeil. Elle est trop bien jouée. Il pète un câble. C'est trop bien joué. Quand il fait le mec masculin, là, oh je suis un homme avec les haltères, c'est trop bien joué. On Moi, est je- gêné premier degré. Moi, je me posais juste la question sur les larmes. Le nombre de fois où il y a juste l'unique larme qui coule sur leurs Ou joues. les yeux très humides, enfin, tu vois, Ouais, les tu vois. pupitres très. Mais, Ça faisait très CGI. ouais, mais l'unique larme, je crois qu'on y a droit à 7-8 fois dans le film. Oh, d'ailleurs, j'y pensais plus, mais ça me fait penser Hurry Up Tomorrow, autre référence. J'avais l'impression que le début c'était Snake Eyes de De Palma. Voilà, Ah juste oui, comme c'est ça. vrai. Ah, putain, oui. J'allais dire en fait ce que tu critiques en fait c'est même le conformisme. C'est-à-dire c'est cette idée que quand tu vas lire une critique ou tu vas voir un avis, et ben tu vas prendre tout ce qui est dit de manière générale et tu vas le reciter. Mais je critique pas le fait d'être d'accord avec l'avis général, si Ouais. c'est son propre avis. Mais hein. tu vois, là je trouve que ça illustre très bien quand tu dis The Weeknd il joue mal, c'est beaucoup de gens vont juste dire sans réfléchir, sans se poser, c'est globalement tout le monde a dit qu'il jouait mal, globalement tout le monde dit que le film il est mauvais, donc bah vérité générale, C'est ça. The Weeknd joue mal. Il a joué mal dans The Idol. J'ai pas vu The C'est Idol. The Idol, je pense, qui. Mais nique oui, tout. moi j'ai pas vu The Idol parce que pour moi The Weeknd est un chanteur, ce n'est pas un acteur et je me ferme à ça. Mais pour moi, c'est vraiment toutes les perfs mal apparemment qu'il a fait dans The Idol que les gens disent il joue mal dans The Hurry Up Tomorrow. C'est vrai qu'il y avait une séquence de Hurry Up Tomorrow, je crois que c'est la fameuse séquence du Shut Up, qui a été screenée. Vraiment, tout le monde s'est accordé pour dire que grâce à ce cam record, The Weeknd il jouait mal. Mais Alors c'est faux, que- il a pas joué mal. Alors que, bon, certes, sur cette séquence, je me marre, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais je me marre. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments, bon, pourquoi pas, ça passe. son jeu. Après, la perf, elle saute aux yeux parce que c'est vraiment, comme tu disais, le moment où il n'y a plus de musique, il n'y a plus d'artifice en matière de mise en scène. C'est vraiment genre, là, c'est son jeu d'acteur qui porte la scène. Et c'est le moment où ça semble le plus évident que soit il joue bien, soit il joue pas mal. Moi, j'arrive pas à déterminer mon avis sur ça. Après, les acteurs qui rageront, ils diront toujours il n'y a pas de mauvais acteurs, il n'y a que des mauvais directeurs d'acteurs. Donc en soi, effectivement, la mise en scène déjà montre le moment comme un truc assez drôle. Et puis en soi, on peut très bien critiquer le directeur. Donc, mais il joue mal, non, désolé. Ouais, de toute manière, ouais, je me rends compte que Hurry Up Enfin, Tomorrow, je comprends pas l'intention du film. Enfin, regarde Gladiator, j'adore Paul Mescal, je trouve que c'est un acteur incroyable. Pourtant, dans Gladiator, il est Ouais. plat au possible. Et pour Il est moi, pas c'est très bon. Ridley Scott qui. C'est de la On faute va pas de- refaire la critique de Gladiator, mais c'est Ridley Scott qui a Mm. été totalement feignant sur ce film, qui a pas du tout dirigé, et ça donne ces conséquences-là. T'as vu le truc du directeur photo qui dit il avait 7 caméras, il a Oui. fait allez vas-y on effacera ça en post-prod. Ouais. Donc non, il y a aussi plein. Il faut pas oublier, voilà, Marion Cotillard qui a joué mal la mort là dans. Dark Knight Rises. Bah voilà, c'est aussi Un seul plan pour Un seul plan, pour quoi. réduire une carrière. C'est pas- Parce que Nolan déteste ses personnages féminins, donc lui, il en fait un et voilà, tu vois. Mais voilà, c'est ça, il y a aussi beaucoup de. Faut pas oublier qu'un film, c'est une industrie, c'est un tournage qui se passe souvent très mal et qu'il faut souvent rusher. Et... On lâchait pas The Weeknd, bon, c'est pas un acteur. Moi, je crois à la rigueur, c'est Barry Keoghan. Je l'ai pas aimé dans Hurry Up Tomorrow et je l'ai Surjoué pas un aimé peu. dans Bird non plus. Il avait le même type de personnage et les deux fois, j'ai l'impression d'être
Ouais, c'était surjoué, c'était trop, c'était too much et c'était joué. Je me rends compte que ce Joker a vachement bifurqué. Oui, Oui, j'allais dire la pardon. même chose. Putain, j'ai l'impression que tout le monde tire à boulet rouge sur tout le monde là. On est Désolée. revenu au tout début. En fait, là, on est au début. Donc, DCP du ciné des potes. On va Finalement. parler aujourd'hui de Earl of Tomorrow. Je Non, Barry m'appelle Keoghan Chanel. il y avait beaucoup d'impro. Donc, Barry Keoghan était énormément en impro. Putain, Voilà. Si c'est ça, en fait, c'est comme dans le film, c'est une boucle. À la fin, on revient au même point. Bah, est-ce que vous aviez des choses à rajouter par rapport au Joker initial de Chanel quand même? Je l'ai même pas cité de base, mais. Bah oui, mais c'était bien comme boucle. Ouais, c'était une belle boucle, franchement. Belle Et boucle. Ayez l'esprit super critique. Joker surprise, Et super l'esprit Joker. critique. Parce que sinon on terminait sur Zion, tu vois, mais c'est vrai que là, Lisez des critiques, mais effectivement, essayez Voilà. d'avoir propre. Même si c'est dur. Je pense que ça reste quand même un exercice d'avoir son propre Faut avis. lire des Voilà. critiques pour avoir d'autres avis, mais pas pour avoir un avis. Elle est là la nuance. j'approuve. Ok, Joker conclu. Le Joker conclu. Tu peux me le donner du coup Chanel Non, c'est le mien. Alors de base, tu lui as shippé son Joker. Ouais, tu m'as chippé mon Joker en fait. Et donc, la semaine prochaine, La semaine prochaine. Alors, teasing de fou, hein, parce que là, vous allez avoir 2 émissions en 2 semaines. Ouais. voilà. Et donc, ce sera sur Mission Impossible. Mission Impossible et chacun pourra parler d'un film avec Tom Cruise. Ouais, c'est ça l'idée. Non, mais c'est Voilà, ça c'est l'idée, l'idée. La persona de Tom Cruise en La fait. persona de Tom Cruise. Invitons notre prof de cinéma qui avait parlé de Tom Cruise. Moi j'ai mieux. Invitons Tom Cruise. C'est vrai qu'il est partout en ce moment. Et il est encore à Cannes, je crois. hein. Non, il est déjà parti. Ah merde. Ah, il est en train de En bouffer ses hélicoptère. popcorn de manière bizarre là, pardon. Bon, en attendant de trouver Tom Cruise, vous pouvez écouter cet épisode sur toutes les applications de streaming et sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Insta et sur TikTok. Et puis on se dit à dans une semaine. Waouh, Attends, ça fait une bizarre de semaine. dire ça. Voilà. Et merci encore Chanel. Merci, Merci de m'avoir invité. Merci à trop bien toi. de t'avoir. Tchuss. Au revoir. Salut. Salut. Shut the fuck up. Putain.